Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité compétitive de Lorcana. Il y a un affrontement actuellement entre le continent américain et le continent européen. C'est ce qu'on appelle le tournoi Lorcana Cross Continental Challenge. La plupart des games d'ailleurs sont retranscrits chez différents créateurs de contenu, que ce soit des créateurs de contenu américains ou des créateurs de contenu européens. Je vous laisse vous renseigner. La plupart du temps, les matchs sont retransmis sur Twitch. C'est un tournoi qui a été organisé par Pavel, qui était le designer de Pixelborn et qui vise, entre guillemets, à essayer de définir qui de l'Amérique ou de l'Europe a les meilleurs joueurs. Sur Twitter, un vote communautaire a été établi avec des prétendants et les 8 prétendants qui ont reçu le plus de votes sur Twitter de chaque région participent à ce Cross Continental Challenge. 8 joueurs européens, 8 joueurs américains. Le tournoi est encore en cours, les matchs sont joués ci et là pendant plusieurs semaines, mais toutes les decklists qui ont été ramenées, qui sont des decklists qui prennent en compte le chapitre 6, elles sont disponibles. Et donc l'enjeu de cette vidéo, c'est d'aller les regarder une par une, vous dire ce que j'en pense, est-ce que la liste me plaît, est-ce que la liste me plaît pas, et peut-être à la fin me mouiller et risquer d'établir un pronostic sur est-ce que l'Europe ou l'Amérique va remporter ce tournoi. Avant de passer à la suite de la vidéo, je tiens quand même à vous prévenir que nous serons caster officiel Lorcana sur le Disney Lorcana European Challenge. Vous savez qu'il y a eu des Lorcana Challenge en Europe, il y en a eu 4. Eh bien, les meilleurs joueurs de chaque Lorcana Challenge ont pu se qualifier à ce qu'on appelle l'European Lorcana Challenge, donc qui est un peu le tournoi qui va clore la scène compétitive, en tout cas clore le circuit compétitif de l'année 2024. On est très fiers d'avoir été sélectionnés par Ravensburger et par Disney. On sera accompagné de Petit Quick et Rofelos pour ce cast et on espère vous faire vivre l'événement de la manière la plus qualitative possible. Ça se passera à Disneyland Paris et ça sera retranscrit en direct sur la chaîne Lorcana Europe. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran et c'est le 7 et le 8 décembre. Donc réservez votre week-end pour regarder la plus haute compétition de Lorcana jamais jouée à ce jour. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous demander de laisser un pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de vous abonner à la chaîne. La Belle Carte, notre boutique en ligne, sponsorise cette vidéo. Vous pouvez retrouver d'ailleurs vos cartes Lorcana préférées sur notre card market La Belle Carte, le lien est en description. Ou alors nos produits scellés sur labellecarte.fr, pareil, le lien est en description si jamais vous voulez passer sur la boutique. Et comment est-ce qu'on sponsorise cette vidéo? C'est très simple, on vous permet de remporter un booster du chapitre 6, la mer Azurite. Je tirerai au sort un des commentaires de cette vidéo et vous recevrez le booster chez vous dans quelques jours. Merci à tous ceux qui participent, ça nous soutient, on est très contents nous de pouvoir vous faire gagner des petits cadeaux et en plus ça participe à référencer la vidéo. Très rapidement, parce que ça m'a été demandé en live, qu'est-ce que je pense de cet affrontement entre l'Europe et les États-Unis? Déjà, ça crée un bel engouement. Donc en termes de création de contenu, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. La plupart des matchs sont retransmis. Ça permet de créer de la ferveur. Et donc à ce titre-là, je trouve que c'est une totale réussite. Au niveau de la méthode de sélection, pour le coup, je trouve que les 8 joueurs européens sélectionnés sont tous très bons et qu'on a une belle équipe. Mais je trouvais ça peut-être un peu étonnant de faire ça à la popularité sur Twitter. Il y avait peut-être moyen de sélectionner les joueurs d'une autre manière. Cela dit, quand je vois l'équipe finale, je me dis que la communauté s'est pas trop trompée. Au niveau de ce que je pense, avant même que le tournoi prenne fin, est-ce que l'Europe ou les États-Unis ont les meilleurs joueurs? Je ne vais pas spécifiquement parler que de Lorcana, mais plutôt de TCG, parce que là, pour le coup, j'ai un peu plus de connaissances, un peu plus de compétences pour comparer les États-Unis et l'Europe. Et ce que je vais dire ne s'applique peut-être pas spécifiquement à Lorcana. Historiquement, ce qu'on sait, ce qui est de notoriété un peu publique sur les TCG qui ont 20-30 ans d'histoire, notamment à Magic, c'est que le niveau global des joueurs européens est meilleur que le niveau global des joueurs américains. Quand on prend l'entièreté des joueurs, des compétitifs enthousiastes, des joueurs réguliers, des gens qui vont faire des tournois boutiques, qui se déplacent pour faire des Lorcana Challenge, qu'on appelle des grands prix à Magic, globalement, le niveau européen est un petit peu plus haut, le niveau moyen lissé sur l'entièreté des joueurs. Je ne parle pas que des joueurs professionnels. Par contre, s'il s'agit de parler des meilleurs joueurs de la planète, des grinders, des joueurs pros, des gens qui sont extrêmement engagés dans la scène compétitive du jeu. Dans ce cas-là, les meilleurs joueurs ont tendance à être américains. Ça s'explique de plein de manières. Les infrastructures et la popularité du TCG est quand même bien plus importante aux États-Unis
qu'en Europe. Et donc à ce compte-là, c'est beaucoup plus simple pour les très très gros joueurs de TCG eh bien, de trouver des partenaires, des sponsors, de trouver des teams, d'avoir les moyens entre guillemets de réaliser leurs ambitions aux États-Unis qu'en Europe. Donc si on compare par exemple avec la scène Magic, le niveau des joueurs français ou européens est quand même très élevé, mais les meilleurs joueurs de la planète ont souvent tendance à être américains. Est-ce que ça va être le cas sur l'Orcana? J'en ai aucune idée, mais plus le jeu va avancer, plus le jeu entre guillemets va vieillir et va cumuler un certain nombre d'années, et plus si le jeu est à la fois populaire en Europe et aux États-Unis, plus ça risque de finir entre guillemets un petit peu dans la même dynamique, juste de par le fait que les infrastructures américaines permettent beaucoup plus aux joueurs de s'épanouir compétitivement. Attention, cela dit, je mitige un peu mes propos parce que sur l'Orcana, je suis impressionné par la sphère compétitive, notamment française, qui est en train de se mettre en place. Il y a énormément d'équipes, de joueurs compétitifs qui se réunissent pour accumuler de la data, se mettre en commun et essayer justement de faire valoir un niveau européen très très élevé, ce qui peut peut-être contrebalancer les normes qui ont été établies sur des années avec les autres TCG. Maintenant qu'en préambule, vous avez mon avis, on va aller regarder les 16 decklists qui ont été ramenés par les 16 joueurs et à la fin, je vous dirai si je pense que c'est l'Europe ou les États-Unis qui vont remporter ce tournoi. Alors on se retrouve sur inkdeck.com qui est le site qui référence la plupart des tournois avec les decklists des joueurs. Moi j'utilise beaucoup ce site-là, je le trouve très fonctionnel. Vous avez donc les 16 joueurs, ne faites pas attention au classement. Je pense que le site prend en compte seulement ceux qui ont fait des victoires dans les premières rondes. Le tournoi n'est pas encore fini, toutes les games n'ont pas été jouées. Donc pour l'instant, ce résultat, ce classement est voué à évoluer et à changer. On va commencer d'abord par les derniers decks de la liste et puis on remontera petit à petit jusqu'au premier deck. Alors premier deck ici du joueur Lamshops que je ne connais pas, donc qui est un joueur nord-américain si je dis pas de bêtises. On a une version de Blue Steel qui rajoute quelques cartes du chapitre 6, notamment Plickly et Kaloun. Notamment aussi Sail the Azurid Sea. Je trouve qu'en début de format, c'est toujours malin de sortir des decks bleu-gris parce que les decks bleu-gris, ça vient bien écraser les stratégies agressives ou les stratégies mid-range. Inversement, par contre, ça peut avoir du mal contre d'autres stratégies plus combo ou plus contrôle que lui. Mais je trouve que c'est plutôt une... Quand on ne sait pas trop ce qu'on va affronter, quand on ne sait pas trop à quoi va ressembler le format, d'avoir un deck qui écrase bien les jeux qui essayent d'accumuler des personnages sur le board, ça me semble plutôt sensé. En plus, c'est un jeu qui historiquement a un bon positionnement contre Amber Steel, qui peut être un très bon choix aussi de deck de début de format. Au niveau des nouveautés, j'aime bien Plickly, je vous en avais parlé dans les spoilers. C'est assez facile de ramper avec lui, notamment avec le petit Simba qui est ici, qui nous sert aussi à shifter sur ce Simba-là, donc j'aime bien. Je trouve ça assez décevant d'avoir que deux Sail the Azurid Sea. Je trouve que c'est la meilleure carte du chapitre 6 et que dans toutes les stratégies bleues, c'est un énorme banger. Donc je suis assez étonné de la présence en 2 exemplaires de cette carte-là. Je ne crois pas que Kaloun ait beaucoup d'intérêt dans cette liste. Autant je l'aime bien dans des stratégies plus offensives, agressives, de par le fait qu'elle ait des bonnes stats et qu'elle peut générer un petit peu de lore. Autant ici, dans un deck gris qui a déjà pas mal de gestion de créatures, je ne vois pas beaucoup l'intérêt d'avoir Kaloun dans cette liste. Deuxième liste, le deck de RMB, pareil, qui est un joueur nord-américain que je ne connais pas. Ici, on a une liste encore plus spicy avec le Jim Hawkins qui se shift. Ok, un petit peu particulier. On a des Simba pour 7 mana. On est un peu sur la même orientation que le deck précédent, hein, bleu-gris pour essayer d'écraser les autres jeux personnages et probablement les decks Amber Steel. Cette fois-ci, on a 4 vogués vers la mer Azurite. Au-delà de ça, la liste est plutôt classique, hein, toujours le Cogwars, le Flaversham. Je ne sais pas trop ce que je pense de ces listes-là, il faudrait que je les voie tourner. Il n'y a pas la présence de Kaloun et je ne sais pas à quel point Jim Hawkins est pertinent. Donc je ne saurais pas dire si je préfère la première ou la deuxième liste. Ce que je sais, c'est que par contre, bleu-gris me semble être un choix plutôt opportun. De par le fait en plus que le chapitre 6 met l'accent sur les stratégies agressives, eh bien dans ce cas-là, avoir un deck bleu-gris, ça peut être une assez bonne idée. Ici, on a un deck violet-rouge de Buenonacera. Pardon, j'écorche probablement le pseudo et j'en suis désolé.
Ok, ici, j'aime beaucoup parce qu'on va associer la stratégie Peter Pan avec Maui. Vous savez que Maui est une excellente carte, mais qui nécessite d'attaquer pour commencer à trigger ses premiers effets. L'avantage, c'est que Peter Pan, lui, va donner rush à toutes nos cartes évasives, et donc ça fonctionne très très bien à la fois avec le génie, même si c'est pas le meilleur attaquant, mais surtout avec le Maui, qui nous permettra de reprendre, eh bien, probablement des brawls, des Gathering Knowledge and Wisdom, je crois, et Friends on the Other Side. Donc pour le coup, j'aime plutôt pas mal. Ce que j'aime un peu moins, c'est l'orientation très agressive du deck, avec les Magic Broom en supplément, les Goofy, le fait qu'on ait seulement une seule carte de pioche, ça me gêne un peu. Il n'y a pas la boucle Bounce. En fait, c'est une stratégie violet-rouge offensive, avec des lieux, avec des Chromicom, avec des Gas Rings. J'aime l'implémentation de Peter Pan et de Maui, mais j'aime pas trop le reste de la liste. Pour l'instant, je penche plutôt du côté nord-américain de ce que j'ai vu. Je pense que cette liste-là va avoir beaucoup de mal à aller au bout de ses games, risque de se faire contrôler assez facilement par des stratégies grises, quand bien même Génie et Maui sont de très très bonnes cartes du chapitre 6. C'est un peu bizarre même d'avoir coupé la boucle Bounce, rajouté des sorts qui n'auront d'intérêt à être dans la liste que grâce à Maui d'après moi, couper de la draw, mais jouer quand même des bi-prepared. Ouais, elle a un peu le cul entre deux chaises, cette decklist-là. Je sais pas trop quoi en penser, mais j'aime l'association en tout cas. Ici, on a le deck de notre ami Decandio, joueur nord-américain, un des meilleurs joueurs de Amber Steel historiquement. Il a décidé de partir sur une autre option cette fois-ci. Il n'a pas ramené une stratégie Steel Song, mais une stratégie plus agressive qui, du coup, va faire la part belle à quelques cartes du chapitre 6, comme Kaloun et Lilo. J'aime beaucoup, entre guillemets, la gueule de ce deck-là. J'aime le Pluto, qui est plutôt une très bonne carte de deck mid-range dynamique, hein, qui va pouvoir bien protéger le board et aller prendre des bons trades. Il y a la petite synergie avec la Mine des Nains, qui est une carte qui devient de plus en plus populaire et qui fonctionne bien avec le Doc. On va aller chercher beaucoup de cartes advantage avec Doc et avec Rapunzel. Et on a une stratégie en même temps qui est capable de passer en dessous les decks les plus contrôles comme bleu-rouge. C'est un deck qui va souffrir de stratégies, je pense, comme Umber Steel ou comme bleu-gris, mais qui par contre va très bien se comporter contre des decks violet-rouge ou bleu-rouge, qui sont historiquement les decks très stables du format. Je la trouve assez sweet, cette liste-là. Je ne suis pas convaincu de sa puissance, mais je suis convaincu de son attrait visuel, disons. Ouais, j'apprécie la démarche. Je ne sais pas après exactement à quel point c'est bien. Ça me paraît quand même compliqué de jouer les 8 chansons de par le fait qu'il n'y a pas de Robin et que du coup tes seuls chanteurs vont être ta Cendrillon, ton Pete et tes Lawrence. Disons qu'on va moins bien chanter que dans une version style song, et quitte à mettre entre guillemets l'accent sur les stratégies très offensives et l'agression, j'aurais probablement cuté un petit peu dans ce genre de chansons pour rajouter des spells plus directs, comme allumer les mèches par exemple. Ici on est sur un deck style song de l'ami Zach Bivens. Rien de particulier, si ce n'est quand même la disparition de Robin des Bois, encore une fois, pour l'intégration de Nala, dont je ne comprends pas exactement la présence, mais aussi l'intégration de Pluto, qui est plutôt une bonne carte. On a Gaston, qui est un excellent chanteur, mais je ne vois pas ce qu'il apporte de beaucoup plus qu'un Nevin, par exemple. Donc une version très particulière ici de Zach Bivens. J'ai probablement pas tous les tenants et les aboutissants. Il parlerait beaucoup mieux de moi, beaucoup mieux que moi de sa liste. Il y a quand même cette volonté de ne pas être trop mauvais en go second dans le mirror avec des Ursula, mais ça n'aura surtout ça n'aura d'intérêt que s'il rencontre beaucoup d'Amber Steel, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Assez particulière la liste. Je comprends pas trop la présence de Nala. J'aime bien Pluto, mais je trouve ça décevant d'avoir des Gastons à la place de Navin et d'avoir coupé dans les Robins des Bois. Ici, on a Earl Minster, le joueur européen qui est parti sur une stratégie mid-range Mamba Fassa. Donc la stratégie Bounce couplée à la stratégie Mufasa pour pouvoir jouer des cartes qui ont quand même un certain coût en mana. On voit qu'en late game, on va avoir des Hades, des Elsa, des Chernabog. Je trouve le deck sexy, amusant, probablement faible. Ça reste des decks qui malheureusement ont aucune gestion, donc peuvent se faire prendre de vitesse et peiner entre guillemets à imposer leur style et leur rythme. Inversement, contre les stratégies les plus contrôles comme bleu-gris et contre bleu-rouge, ça devrait globalement bien se comporter.
Il y a quand même des one-off qui sont un peu suspects. Je comprends que la Lilo revenant tous les tours, eh bien, dès que tu en touches une dans la partie, tu n'as pas besoin d'en voir plus parce qu'elle va tout le temps revenir. Mais en même temps, elle est perdue dans ton 60 et tu risques aussi de ne pas la trouver, ce qui du coup rend le choix un peu discutable. J'aime bien l'implémentation de Wendy Darling parce que le fait d'avoir beaucoup d'endurance, ça se prémunit notamment des stratégies grises qui voudraient essayer de juste casser ton early game avec des perdus dans l'hiver ou des allumer les mèches. Après, à côté de ça, on joue quand même des bonnes cartes, hein. On a des génies, on a la boucle boons, on a des réponses. Ça peut globalement bien se comporter, mais je ne suis pas un grand fan de la liste. Pour l'instant, j'ai un meilleur sentiment sur les listes américaines que sur les listes européennes. Ici, on a la liste de Del Bellido, qui est un joueur nord-américain qui joue une version vert-gris discard. Donc la stratégie qui avait été développée notamment à Las Vegas par Zan Sayed. On a toujours la mécanique des Floodborn avec le bon morph sur lequel on va rajouter des Diablos, des Beasts et des Tinkerbell. Les ajouts chapitre 6, c'est plutôt une bonne carte de tenue de board, je dirais, qui va nous permettre de protéger par exemple une Ursula une fois qu'elle aurait chanté. Ça peut être intéressant. On a Gogo Tomago pour aller chercher du lore à distance, qui est probablement un one-off ici qui est testé dans la liste. Rien de bien particulier à dire. Pas la présence de Basile, qui est la nouvelle carte du chapitre 6, qui pouvait globalement bien s'implémenter dans les stratégies discard de par le fait qu'il puisse se shifter sur Morph. Il y a un doc que je comprends assez peu, même si effectivement on est capable de se mettre au top deck. Je trouve que la présence en un exemplaire n'est pas forcément très justifiée. Ça, pour le coup, j'ai peur que ces listes-là en début de format soient pas très bien. Je m'explique. Ce genre de liste-là, ça peut avoir du mal contre des stratégies comme Umbersteel ou des stratégies plus agressives. Ça peut aussi avoir du mal contre des versions bleu-rouge qui sont très préparées. On va dire que c'est un deck qui est un peu 50-50 contre tout le format. Et donc, c'est des decks qui s'épanouissent dans des formats qui sont déjà résolus, bien stabilisés. On le voit notamment avec le joueur qui a remporté le Lorca Quest en fin de chapitre 5, où il avait pu tuner sa liste spécifiquement contre le metagame. En début de format, moi je préconise pas trop les decks vert-gris. J'ai l'impression que tu peux vite tomber dans des situations et des scénarios qui te sont assez défavorables et tu n'auras pas pu, entre guillemets, fine-tuner ta liste correctement en fonction de ce que vont jouer tes adversaires. Là, pour le coup, je suis un peu moins fan. On en a une deuxième de liste vert-grise, c'est Zan Sayed qui l'a ramené. Visiblement, ils ont du test ensemble parce qu'il a lui aussi la version avec un doc. Il a rajouté un plus tôt aussi pour pouvoir tester la carte probablement et 4 crics pour, j'imagine, pouvoir se dépatouiller contre les stratégies grises qui voudraient attaquer son plan de jeu d'early game. Pourquoi pas, hein, quand tu as un Diablo avec une crique sur le champ de bataille, ça devient relou pour à peu près n'importe quel deck du format. Encore une fois, je trouve que le deck est plutôt fort, est plutôt bien monté, est plutôt compétent. C'est plutôt le positionnement du deck dans le metagame, dans un metagame inconnu, on est en début de format, qui me paraît un peu plus risqué. Ok, ici on arrive au deck de Sailor, qui est un joueur nord-américain lui aussi. On est sur du bleu-rouge qui m'a l'air mais vraiment classico-classique. On a l'implémentation de Maui, qui est une bonne carte parce que ça permet, quand il attaque, de reprendre des actions, donc notamment des chansons ou des interactions. Je déteste la présence de Pirate Life, ça permet de gagner du lore à distance et je pense que c'est absolument pas ce que veut faire le deck bleu-rouge. Évidemment, on a rajouté la très très bonne carte du format avec ce voguet sur la mer Azurite qui me semble tout à fait opportun. Pas de gros changements à notifier, hein. On a juste la présence des Maui et de la carte qui fait ramper pour 2 mana. Sinon, ça reste du bleu-rouge assez classique. Qu'est-ce que je pense de bleu-rouge en début de format ? Bah, ça reste toujours très très fort, hein, donc pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne decklist et que ça devrait pas mal écraser tous les... Vous savez, les gens, comme moi d'ailleurs, hein, on adore faire ça, qui, à chaque sortie de set, aiment bien ressortir des decklists qui n'ont pas trop marché au set précédent, ressortir ce qu'on appelle des pet decks, des decks qu'ils affectionnent, des stratégies un peu mid-range où tu joues plein de bonnes cartes et où tu essayes de te faire plaisir. Tout ce qui est un peu exotique et qui sort entre guillemets des tiers 1 référencés du metagame, bah, bleu-rouge, ça écrase ces decks-là. Moi, typiquement, chapitre 6, j'ai envie de ressortir un deck Purple Améthyste avec la fée bleue et de bons Floodborn. Bon, théoriquement, c'est exactement ce que bleu-rouge veut prédater, veut grailler.
Donc dans un tournoi où le méta n'est pas défini et où les gens vont peut-être tester des choses, ça me paraît être un bon prétendant de ramener bleu-rouge. Ouais. Ici, on a la version agressive du joueur européen Moyen, donc Spécie spécial. Donc j'imagine que c'est une decklist qui a été montée avec le créateur de contenu Spécie. J'aime bien ces stratégies agressives en gris-violet. Je pense que ça a justement l'opportunité de passer en dessous des decks bleu-rouge tout en étant quand même capable de générer un peu de ressources pour se battre sur le côté un peu mid-range du format. Donc je les trouve assez sweet. J'aime beaucoup la présence de 4 Gantou qui a été assez brillant sur les premières rondes de ce tournoi-là, notamment dans la liste de Frank Karsten. On verra, on parlera de sa liste après. On a l'implémentation de la White Rose et du Génie qui sont de très bonnes cartes du chapitre 6 pour pouvoir mettre entre guillemets un petit peu d'agression face à l'adversaire. On a le Doc pour se refaire une main. Kaloun qui pour moi va briller dans ce type de stratégie là et pas forcément dans les stratégies plus contrôle parce que c'est un bon early drop qui est capable d'aller générer du lore en début de partie. On a les Fire the Cannon parce qu'effectivement on a très peu de très bons chanteurs, donc du coup on va essayer de faire le ménage avec des spells et pas forcément avec les personnages qu'on a sur le board. Franchement, elle me plaît cette liste-là, elle est très agressive et en même temps, elle a des orientations un peu mid-range, avec notamment la présence d'Elsa, des drop 5. On a le petit Bifuddle qui peut être très tech avec le Doc pour se refaire une main. Et en même temps, on a beaucoup de drop de early game pour aller mettre de la pression. Ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît beaucoup, ça peut surprendre, ça joue plein de bonnes cartes. C'est ce que j'aime. Voilà, je suis un peu biaisé, j'apprécie énormément. Ici, on a le deck bleu-rouge du joueur européen Dean Kangfam. Est-ce qu'on a des choses particulières à noter? On a évidemment intégré Voguer sur la mer Azurite. On a ici le Mufasa qui a été implémenté. Sinon, pour le reste de la liste, c'est du classico-classique. Je préfère d'ailleurs cette liste-là qui a un peu moins d'excentricité, qui joue pas la chanson à 6 qui permet de gagner 2 de l'or, mais qui implémente juste les très bonnes nouvelles cartes du chapitre 6. Rien de particulier à notifier, ça me paraît être une excellente liste. On arrive sur ce bon Frank Karsten, le joueur européen qui avait gagné notamment le premier Lorcana Challenge à Lille. Lui, il est parti sur une version Humber Steel Song, mais où il a testé quelques petites sucreries. On a remplacé les reines par des Simba. Donc on va jouer le Simba à 1 pour pouvoir shifter ce Simba-là, qui a le mérite d'être un drop 5 et donc du coup de pouvoir chanter ce rêve bleu, ce que littéralement la liste veut faire extrêmement régulièrement. On a la présence d'un Gantou qui lui a permis de prendre l'avantage dans son duel contre Decandio. Par contre, on a cuté dans Navin pour faire de la place à Pluto. On teste la nouvelle chanson qui va essayer de donner Résiste +2 à notre board. Et sinon, on a l'implémentation de la nouvelle Lilo parce qu'elle permet d'essayer de passer en dessous, de générer du lore rapidement et passer en dessous du coup les stratégies bleu-rouge. On a rajouté ce Simba-là pour avoir, c'est le ratio préférentiel. En vrai, on a tous coutume de jouer 4 supports altérations et 4 altérations. Mais en fait, le bon ratio, ça serait plutôt 6-4 ou 5-4. Et donc, quand on a l'opportunité de rajouter un petit Simba supplémentaire pour valoriser la présence de ce Simba Shift, eh bien, pourquoi pas le faire ici avec ce Simba Bodyguard. Pour le reste, c'est un deck Humber Steel classique. On va bien écraser toutes les stratégies offensives. On va globalement bien s'en sortir aussi contre les stratégies vert-gris discard. Et il y a 2 joueurs nord-américains qui les ont ramenés. Par contre, on va plutôt mal se placer contre les stratégies bleu-gris et bleu-rouge. Donc à voir si Frank Karsten tag correctement. On va s'intéresser maintenant à la liste du joueur européen Kawa qui nous a ramené un deck vert-jaune. Sing Together, donc c'est des stratégies qui fonctionnaient pas trop mal au chapitre 5 sans être dans le tiers 1 du format, un bon tiers 2. Il n'y a aucune carte, je crois, du chapitre 6. Si, on a la présence d'une chanson du chapitre 6 qui vient se coupler au pool de chansons initiales. C'est un deck qui a le mérite d'avoir de très très bons hits, ratio de hits sur Ariel, parce qu'on joue je ne sais pas combien de chansons, mais 23 ou 24, ce qui du coup te permet très facilement de trouver tes chansons. C'est le meilleur deck pour utiliser les muses, plus que les decks vert-gris discard à mon sens. C'est des decks qui fonctionnent très très bien contre les stratégies un peu plus contrôle, parce qu'on est capable d'attaquer la main, et on est capable de mettre en place nos boucles, notre scénario favorable avec les muses et les Ariel.
Par contre, tu peux être assez rapidement pris de vitesse par les stratégies offensives si tu trouves pas tes Under the Sea. Donc voilà, c'est un deck de placement, de positionnement. Pareil, il est probablement un peu mieux à sortir quand tu connais bien le méta, quand tu sais spécifiquement à quoi t'attendre. C'est peut-être plus compliqué de le ramener dans un méta vraiment inconnu. Mais la liste est très quali, très puissante. Ça peut très bien se passer. Ici, on a le deuxième deck violet-rouge qui a été ramené par le joueur nord-américain Noimnot, qui, donc ça doit être Noimnot, pardon, hein, j'écorche les pseudos, je connais pas trop les créateurs de contenu ou les grinders nord-américains. On a une liste qui est quand même beaucoup plus classique ici, qui est beaucoup moins agressive que la liste précédente. Il n'y a aucune nouvelle carte, si ce n'est l'implémentation de 2 génies. On ne peut pas en mettre trop parce que ça vient, entre guillemets, un petit peu marcher sur les plates-bandes du Merlin Lapin. Donc je conçois le fait qu'il n'y ait que 2 génies. Aucune autre carte à noter. Si tu veux un deck qui est solide, qui peut se battre contre tout, qui peut prendre de vitesse bleu-rouge et qui peut temporiser l'agression des decks les plus offensifs, mais qu'en même temps tu veux jouer un deck stable et que les gens connaissent bien parce que ça fait 6-7 que le deck existe, bah tu ramènes violet-rouge. Ça me semble être un petit peu comme une assurance, une sécurité que de ramener ce deck-là. C'est pas un deck qui risque de briller particulièrement, mais c'est un deck qui va rarement te décevoir. Je trouve que c'est le bon deck à cibler, moi, pour ce type de tournoi. Ici, on a le bon Artabax, joueur européen, qui nous a ramené évidemment le deck violet-vert. C'est son deck signature, hein, c'est lui qui est vraiment le fer de lance de ces stratégies-là. Il a fait tous les bons ajouts qu'on pouvait faire à cette stratégie, c'est-à-dire le Diablo, qui est un excellent drop 1, qui va nous permettre de piocher des cartes, qui en plus est un très bon support à shift si jamais on voulait jouer le Diablo vert, ce que Artabax ne fait pas, mais ça fait depuis le chapitre 5 qu'on joue plus les Diablos verts dans ces stratégies-là. On a Gogo Tomago, qui est une des meilleures cartes du chapitre 6 pour aller générer du lore à distance, moi j'aime beaucoup. La présence d'un petit Peter Pan pour peut-être aller matcher les joueurs qui joueraient des Diablos, je pense notamment les stratégies vert-gris discard, qui sont des très mauvais match-up d'après moi pour vert-violet. Hein. C'est très compliqué de se battre contre vert-gris quand tu joues vert-violet. Donc au moins pouvoir aller gérer les Diablos adverses, ça fait sens. Et par contre, on a vraiment mis la max sur l'agression avec les Banzai, les très bons tours 2, les White Rose et les génies qui ont été implémentés. Toujours une petite Ursula pour avoir une possibilité de shift et pouvoir entre guillemets défoncer les decks Humbersteel. Et puis Clarabelle qui reste une option assez satisfaisante contre des decks plus late game, des decks plus ressourceux. J'aime beaucoup aussi Elsa, ici ça nous donne une possibilité d'évasion avec ses Peter Pan et ses génies qui peuvent faire la différence. Liste plutôt très cool, hein. On est capable de se battre un peu sur tous les plans de jeu, c'est vraiment le deck 50-50 du format. Tu peux t'adapter un petit peu au deck aggro et en même temps t'es plutôt bien contre les decks bleu-rouge. J'aime beaucoup ce deck historiquement et je pense que c'est un bon choix aussi à ramener. Et enfin, le dernier deck, peut-être un des plus spicy de ce tournoi-là, c'est le deck de Team, qui est un des gagnants des Lorcana Challenge européens. Il nous a ramené une liste bien particulière ici, une liste bleu-jaune. Bleu-jaune qui avait été révélée notamment au Lorca Quest. C'est une stratégie qui vise à essayer d'agresser l'adversaire, c'est-à-dire de récupérer du lore très rapidement, tout en n'étant pas trop faible face aux decks qui essayent de gérer le board, notamment avec des interactions grises. Donc le plan de jeu de ce deck-là, c'est de passer en dessous les decks bleu-rouge sans se faire éclater par les decks Humbersteel, qui est un petit peu le problème des stratégies offensives comme Hyper Rush. On est incapable de gagner contre les stratégies grises, par contre on est plutôt bien contre les stratégies les plus molles. Ce deck-là, il essaye de s'insérer dans un interstice de méta, c'est-à-dire être capable de cibler 2 decks très présents dans le format. Comment il fait ? Eh bien, il ne joue que des loreurs à 2 pour être capable de mettre vite de l'agression dans la partie et essayer de passer en dessous les decks les plus contrôles. Mais en même temps, il a ou des protections comme la Ward ou alors des statistiques très élevées pour passer outre les anti-bêtes gris du format. Donc ça, c'est des très bons decks quand tu vas affronter beaucoup d'Humbersteel, beaucoup d'autres decks agressifs parce que du coup, tu vas dominer sur le board. Et très bon aussi quand tu vas affronter des stratégies comme bleu-rouge. Par contre, c'est le genre de deck qui va perdre contre les stratégies plus mid-range, plus rouges. Genre, je pense contre violet-rouge, c'est
pas un très très bon... c'est pas un très très bon deck à affronter, même si on a des lieux qui peuvent faire la diff. En tout cas, la liste me plaît beaucoup, je la trouve très savante, très maligne, très bien pensée, et je pense qu'elle va surprendre pas mal de joueurs dans ce tournoi-là. Je suis pas méga fan du lieu A1, mais j'imagine que Théo Team pourrait parler de la liste et le justifier de manière extrêmement cohérente, notamment comme un 16e tour 1 pour avoir un bon potentiel d'agression en early game, et encore une fois, dodger les interactions sur des personnages. C'est juste que j'ai l'impression qu'avec 4 d'endurance, ça accomplit pas grand chose, mais peut-être que ça donne juste le lore nécessaire pour aller chercher la victoire. En tout cas, liste que j'apprécie beaucoup, que je vais d'ailleurs probablement m'approprier pour le chapitre 6 en y rajoutant des Tiana. Je pense qu'il y a le moyen de cutter dans 2 Balou et peut-être un petit peu dans les Neverland pour aller chercher 4 Tiana et monter à 16 le compte de non ancrable, mais en ayant une très bonne carte dans la stratégie, c'est-à-dire protéger ton board, beaucoup d'endurance et un l'horreur à 2. Voilà, j'ai donné mon avis sur les 16 decklists. Globalement, il n'y a que des decks intéressants. Il y a à la fois des gens qui ont ramené des decklists très sécurisantes, c'est-à-dire des decks qu'on connaît, avec des cartes puissantes qui fonctionnaient bien dans les méta précédentes. Et il y a des gens qui ont été plus chercher l'excentricité avec des listes un peu personnelles. Je pense notamment à la liste de Elminster, je pense à la liste de Théo Team, qui peuvent du coup, eux, à l'inverse, surprendre les différents acteurs de ce tournoi-là. Si je devais donner un gagnant, je pense que je parierais sur l'Europe, de par le fait que je connais plus les joueurs européens, alors que je connais très très peu les joueurs nord-américains. Donc j'ai confiance en la capacité et les mécaniques de jeu des joueurs européens, dont je sais que ce sont de très très bons joueurs, hein. Vraiment, Frank Karsten, Théo Team, Artabax, c'est des joueurs qui n'ont pas grand chose à prouver en termes de niveau de jeu. Alors que côté nord-américain, je connais Decandio et Zansayed qui sont des joueurs très très forts, mais je connais pas forcément les autres joueurs qui ont été sélectionnés. Donc je donnerai ma voix à l'Europe, mais c'est pas forcément orienté ou guidé par le choix des decklists, parce que sur le choix spécifique des decklists, j'ai autant à redire entre guillemets du côté nord-américain que du côté européen. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour savoir si c'est l'Europe ou les États-Unis qui remportera ce tournoi-là. J'espère que vous suivrez ça sur Twitch et que vous prendrez beaucoup de plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très prochainement pour toujours plus de contenu sur l'Orcana et le chapitre 6. Prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.